Bonjour à toutes. Bonjour Laurence Equilbé. Alors, depuis toujours, vous donnez tout pour la musique. Vous avez été élevé dans une famille de mélomanes et dès l'enfance, vous jouez du piano, de la flûte et vous chantez aussi, avant de vous passionner lors de vos études pour la direction d'orchestre et d'opter pour une vision, comme le disait Véronique Forge, entrepreneuriale de ce métier. À 29 ans tout juste, vous créez un chœur professionnel, Accentus, puis quelques années plus tard, votre propre orchestre, Insula Orchestra, proposant des concerts assez innovants, on y reviendra. Et plus récemment, vous avez lancé une académie pour jeunes musiciens, Insula Camerata. Vous allez nous en dire plus et nous exposer votre manière à vous de gérer un collectif. Nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui. Alors, j'avais une première question. La première fois que vous vous êtes retrouvée sur un podium face à un orchestre, devant des musiciens, qu'avez-vous ressenti ? Alors, c'est une bonne question parce que je me rappelle très bien de ce jour-là. J'étais en études de direction d'orchestre et les femmes de ma génération, elles ont plutôt été éduquées comme quoi, enfin, elles faisaient plutôt un pas derrière. On n'avait pas tellement l'habitude de se mettre devant. Et moi, j'étais très frondeuse, heureusement, et très indisciplinée. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pu réussir à faire ce métier. Mais à l'époque, donc c'était au conservatoire. Je me vois devant un grand orchestre d'étudiants, hein, et 8 violoncelles à faire partir. Et là, je me suis dit, oh là là, je suis pas là où il faut. Enfin, vous avez un doute qui vous étreint parce que tout d'un coup, il faut donner l'impulsion à 8 violoncelles et un orchestre, c'était du Berlioz en plus. Donc, ouais, la première chose, c'est ça que j'ai ressenti. Ouais. Je ne suis pas là où il faut parce que quand vous avez commencé, il y avait 4% seulement de femmes chefs d'orchestre. C'est un peu mieux aujourd'hui, on est à 12% de femmes programmées, de chefs d'orchestre programmés. On y reviendra un peu plus tard. Je le disais, dès l'enfance, la musique est présente chez vous. Pourquoi vous avez opté, alors que vous jouiez de la flûte, que vous chantiez, pour la direction d'orchestre au final ? Je pense déjà pour le piano, si vous voulez vraiment faire une carrière soliste, il vaut mieux commencer vers 4-5 ans. Ah oui. Parce que moi, j'ai commencé vers 11 ans et pour vraiment avoir une virtuosité sans égale, enfin, ça existe, hein, des grands solistes qui ont commencé plus tard. Et de fond, moi, j'étais pas vraiment instrumentiste. Enfin, je l'ai fait parce que j'adorais ça, mais j'ai plus aimé travailler autour d'une œuvre, sa grammaire, sa fonction, son contexte historique, politique, la jeunesse de l'œuvre, etc. Et c'est ça qui m'a plu. Et dans mes études aussi en Sorbonne, j'ai eu l'occasion de diriger à un moment donné. Et je sais pas, c'est comme une évidence, quoi. Je sais pas, c'est comme pourquoi vous décidez d'être danseur ou à un moment donné, le flux musical parcourt votre corps et vous dites c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et à 29 ans, après avoir étudié à Vienne notamment, vous créez votre propre chœur, Accentus. On est en 1991 à cette époque-là. Et à l'époque, il n'y a que 2 chœurs professionnels en France. Oui, tout à fait. La France avait coupé son lien avec la pratique chorale de haut niveau depuis longtemps d'ailleurs, depuis la Révolution française, quand ils ont de décimer toutes les maîtrises, les chœurs d'enfants. Il y avait une filière avant. Et puis la France était peu encline à payer des chanteurs de chœur, tout simplement. Et comprenait pas que n'importe qui pourrait chanter des œuvres absolument très difficiles. Et donc c'est vrai que ça a été un long chemin en rentrant de Vienne. Comme moi-même, j'avais chanté dans un chœur professionnel à Vienne, ce qui m'avait aidé pour mes études, parce qu'on était payé. Et donc j'ai découvert des œuvres, y compris des œuvres françaises là-bas. Et donc je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas ça en France ? Et effectivement, et Accentus a vraiment ouvert la voie à beaucoup de chœurs de chambre. Enfin, je dis chœurs de chambre, c'est 40 personnes. Beaucoup de chœurs de chambre professionnels maintenant. Et alors, quelques années plus tard, en 2012, vous fondez votre orchestre, Insula Orchestra, et vous avez, je le disais, une approche entrepreneuriale, mais aussi innovante de votre métier, puisque récemment, par exemple, vous avez marié Beethoven au manga. Alors, racontez-nous ça. Oui, alors Insula Orchestra, c'est vraiment lié à la scène musicale. Avec le projet du département des Hauts-de-Seine de créer un équipement pour la musique classique et aussi la musique pop dans un lieu sur l'île Seguin. C'est vraiment une très grande réussite cet endroit, et je sais que pour Patrick Devedjian, qui est malheureusement mort pendant le Covid, pour lui la culture était aussi importante que les ponts et les routes, donc c'est rare d'entendre un homme politique dire ça, et donc c'est là qu'il m'a demandé de créer un projet pour ce nouvel équipement. Et Insula Orchestra, effectivement, dans son ADN, il y a beaucoup d'innovation et d'ouverture. Alors, il y a de la musique pure normale, mais et donc Beethoven Wars, effectivement, on s'adresse beaucoup à la jeunesse, aux jeunes gens, parce qu'en fait, on s'est aperçu, en faisant un peu une étude territoriale, que nous, on fait aussi beaucoup de choses pour les enfants, les personnes âgées, etc. Mais je trouve que la catégorie jeunes gens, je dirais entre 16 et 28 ans, on s'en occupe pas assez. Et or, c'est là
que la découverte des œuvres, d'une œuvre musicale, peut changer le cours de votre vie. Et donc, c'est vrai qu'avec Antonin Baudry, on a imaginé un projet avec des œuvres de Beethoven assez peu connues, parce que c'est des musiques de scène qui accompagnent des pièces de théâtre. Et donc, on a transposé ces pièces de théâtre dans la science-fiction, dans l'univers manga, et dans l'univers immersif, parce qu'en fait, le manga partage énormément de valeurs de Beethoven. C'est-à-dire, ils sont humanistes, utopistes, et puis ils croient en la paix, ils sont aussi très engagés. Et Beethoven était un personnage très engagé, et qui croyait aussi à l'importance des arts et de la science pour l'univers de l'humanité. Donc, c'est comme ça qu'on a fait matcher ces deux univers, et en fait, le film a été fait sur les œuvres de Beethoven. Donc ça, c'est vraiment un projet magnifique qu'on va partir là maintenant faire à Aix-en-Provence et à Hong Kong. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est qu'il y avait 63% dans la salle de gens qui n'étaient jamais venus à un concert classique, et il y avait la moitié qui était moins de 20 ans. Et donc le pari était assez réussi. Et alors, vous nous l'expliquez, quand vous vous êtes lancé, il y avait très peu de femmes chefs d'orchestre. On vous l'a bien fait comprendre au début, je crois. En fait, moi, je suis tombée un peu de l'armoire, mais très tard. D'ailleurs, je trouve que vraiment, ça m'énerve quand je pense ça. Mais par exemple, dans mes études à Vienne, à aucun moment, je me suis dit, tiens, il y a un orchestre philharmonique, il y a 0 femmes. À aucun moment, je me suis dit ça. Donc, j'étais vraiment naïve. Et il a fallu qu'un étudiant me donne son mémoire. Il avait étudié sur la place des femmes dans la culture. Et là, j'ai découvert les chiffres. Et là, j'étais, waouh, il y a moins de femmes dans la musique classique que dans l'armée, quand même. C'est quand même fou. Ah oui. Et donc, ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très raide. Et donc, je me suis mise à être un peu militante avec notamment la SACD, et puis aussi quelques sénateurs et sénatrices. Et ils ont fait pendant quelques années une brochure qui s'appelait « Où sont les femmes ?» dans le spectacle vivant. Et ensuite, le ministère a enfin créé un comité d'égalité, a créé une feuille de route qui est excellente, mais elle est pas appliquée, c'est juste ça. Et donc bon, et notamment a créé un observatoire. C'est comme ça un peu qu'on a ces chiffres. C'est un peu comme ça qu'on a ces chiffres. Ouais. Et donc maintenant, je trouve que les mesures ne sont pas prises pour que ça avance vraiment, en tout cas dans la musique classique. On a parlé, non pas de quotas, mais d'objectifs chiffrés, qui est un peu plus nuancé. Et l'idée, c'était de faire pendant 3 saisons une progression de 5% dans chaque catégorie de postes à responsabilité, que ce soit metteuse en scène, chef d'orchestre ou bien chorégraphe. Et force est de constater que les établissements publics ne respectent pas du tout ce mouvement de plus 5% par an pendant 3 saisons, pour voir est-ce qu'après on a un mouvement plus naturel de programmation. Oui, donc vous m'expliquez aussi que c'est beaucoup plus compliqué comme ça de construire une carrière. On a moins d'opportunités que les hommes statistiquement. En fait, à niveau égal, c'est un homme, par exemple, un metteur en scène, prenons comme cas d'école Thomas Joly, par exemple, qui a beaucoup de talent, il va avoir chaque année un projet qui va le faire grandir, fortement doté financièrement. Une femme, c'est plus chaotique. Elle va avoir un projet tous les 3 ans, mettons, et encore, elle a moins de budget. Et moins de budget, oui. Donc, c'est pas du tout équitable à niveau égal. Ça rappelle ce que vivent certaines femmes entrepreneurs dans d'autres secteurs. Et mais vous m'expliquez aussi que l'un des écueils de cette situation, c'est que paradoxalement, ça peut pousser à surexposer parfois certaines femmes qui sont repérées. Oui, tout à fait. Moi, à la scène musicale, je programme moi-même, donc je fais très attention à l'équilibre homme-femme, notamment chez les solistes, les chefs d'orchestre. On a même tout un programme de réhabilitation de compositrices, par exemple, au XIXe siècle. Ça, c'est vraiment très, très choquant parce que des créatrices ont été totalement effacées de l'histoire. Et ça, c'est vraiment insupportable. Oui, par exemple, dans les livres, alors qu'elles étaient compositrices et professeurs, elles ne sont devenues que professeurs. Oui, si on prend le cas de Louise Faringue, par exemple, qui était une compositrice du XIXe siècle, elle a écrit une œuvre assez considérable symphonique, et elle a été un des premiers professeurs au Conservatoire de Paris de piano. Il y a d'ailleurs une lettre savoureuse que je vous ferai parvenir, où elle demande à être traitée avec la même façon de salaire que ses homologues masculins. Et donc, dans le dictionnaire, au 19e, elle était compositrice, professeur de piano au Conservatoire de Paris. Et à la fin du 19e, elle était plus que professeur. Donc ça, c'est vraiment tellement choquant que nous, avec Insular Orchestra, on a tout un programme de réhabilitation d'œuvres de compositrices. Mais j'ai pas répondu à votre question. Oui, il y avait certaines femmes, du coup, qui se retrouvaient surexposées. Oui, tout à fait. Non, j'étais partie de là. Donc, comme je programme pas mal à la scène musicale, et je vois que certains orchestres nationaux, comme l'Orchestre de Paris, par exemple, ont fait beaucoup d'efforts pour offrir des podiums à des femmes.
Donc, par exemple, il y a la saison il y a 2 ans, il y avait 5 podiums féminins, ce qui est du jamais vu dans ces orchestres nationaux. Et tout d'un coup, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a quand même des salles à vendre, hein, et donc il faut quand même que le chef soit un peu réputé, un peu que le public les remarque. Et donc, si jamais tout d'un coup il y en a une qui accroche, alors on la surexpose, on se dit ça y est, on a trouvé la Martin. Et en fait, elle se brûle les ailes parce qu'on l'expose trop tôt. Je ne sais pas si vous connaissiez ce chef d'orchestre qui s'appelle Giulini, qui est mort maintenant. Et il disait à ses étudiants, il vaut mieux que quelque chose t'arrive 5 ans plus tard que 5 minutes trop tôt. Et parfois, ces chefs d'orchestre ont été exposés à vraiment des choses trop intenses. Et du coup, les musiciens, c'est beaucoup les musiciens qui décident. Ils disent, celle-là, on n'en veut plus. Et donc, je pense notamment à une jeune chef qui s'appelle Karina Kanellakis. Elle a tout d'un coup été in love avec l'Orchestre de Paris. Puis en fait, la 3e fois, ils n'ont pas aimé, donc on dégage. Et donc, ça, c'est vraiment très difficile. Ouais. Vous dites c'est beaucoup les musiciens qui décident. Vous avez sûrement du coup des conseils de leadership, de management, de gestion de collectif à nous donner, puisque quand on est chef d'orchestre, il faut se faire accepter par son orchestre. Ben, en fait, alors il y a 2 choses, parce que j'ai vu que Florian, tu peux montrer le Herda, s'il te plaît. Il y a autour des orchestres et des chœurs, il y a une structure administrative qui voilà. Et je pense que le plus important déjà, c'est de bien faire comprendre votre projet. Donc là, vous voyez un peu ce que c'est. Là, on a une structure qui est une association qui gère tout ça. Ça, c'est le pôle vocal et ça, c'est le pôle instrumental. Et vous avez donc Accentous, ça c'est le chœur de chambre professionnel, donc il fait musique. Et on a un centre de partage de ressources qui s'appelle le CEN et aussi une école pour jeunes chanteurs au CRR de Paris. Donc ça, c'était la première triade que j'ai créée. Et ensuite est arrivé ça. Donc Insul Orchestra, c'est cet orchestre qui joue sur instruments d'époque d'ailleurs, je voulais vous dire. Et ensuite un centre de ressources européen qui s'appelle la Documenta.eu. Et là, une nouvelle académie d'insertion professionnelle qui va naître là en septembre, qui s'appelle l'Insola Camerata. Et en fait, donc déjà sur la partie disons administrative, il faut bien faire comprendre votre projet, lui donner aussi son romantisme, son inspiration. Moi, je crois beaucoup aussi aux noms. Je pense que si vous trouvez des bons noms de projets, ben, ils aspirent eux-mêmes tout ce qui va suivre en fait. Donc ça, j'y crois assez. Et une fois que vous avez fait ça, l'orchestre c'est assez différent parce que d'abord un capitaine d'équipe sportive. En fait, on parle avec des gens qui ont fait déjà 10-15 ans d'études de musique et qui sont eux-mêmes artistes. Et donc déjà, il faut, je sais plus la phrase de tout à l'heure, parle, j'ai tant de choses à te dire. C'est-à-dire que c'est un peu ça. C'est-à-dire que le musicien va donner des choses. Il y a une partie technique qui est importante, mais aussi il va donner des choses inspirantes. Et puis le chef doit prendre ça et il doit prendre toutes les énergies, toutes les émotions et redonner ça vers le public. Donc il faut voir dans les orchestres qui a envie de prendre la lumière, qui n'a pas envie du tout d'apprendre. Et ce qui est intéressant dans la musique, c'est que vous avez le langage lui-même et parfois vous êtes leader, parfois vous êtes compagnon de route. Et ça change tout le temps. Parce que c'est souvent évidemment les violons, les bois, les flûtes, il y a des solos assez faciles, mais en fait dans une partition polyphonique ça change tout le temps. Donc il faut se positionner. Par exemple, vous avez un compositeur qui a marqué forte sur toute la partie, où vous avez je sais pas 30 lignes on va dire, mais tout le monde ne doit pas jouer tout le temps le forte parce que sinon vous comprenez rien au relief. Et donc ça c'est important, et le chef il est essentiellement là pour régler ça. Déjà, cette lisibilité polyphonique pour le public, sinon on ne comprend rien. Et en plus, effectivement, il peut valoriser certaines personnes qui aiment prendre la lumière. Et voilà. Donc ça, c'est un peu, effectivement... c'est plus... on demande souvent un parallèle avec les sociétés, mais je pense que ça a plus à voir avec le sport. Alors, repérer ceux qui veulent être dans la lumière, donc repérer les aspirations de chacun. Et est-ce que vous avez des petits rituels pour que vos collaborateurs, vos musiciens fonctionnent bien ensemble, qu'ils atteignent tous leur plein potentiel quelque part? Est-ce que vous célébrez chaque victoire? Moi, j'aime bien les rites, hein, les rituels. Donc, effectivement... déjà, faut savoir qu'un musicien, il y a l'aspect technique, la facture de son instrument. En plus, nous, on est sur un instrument d'époque, alors c'est des copies, évidemment, la plupart du temps. Mais
c'est pas que ouais, je suis dans le coup, je suis dans le mood et tout. Il y a une dimension technique qui est très importante. Donc c'est cet équilibre-là, leur faire sentir on leur fait complètement confiance et qu'ils peuvent dérouler leur solo, leur musique. Et puis, c'était quoi après? Non, pour qu'ils fonctionnent bien ensemble, pour leur donner le meilleur d'eux-mêmes. Déjà, moi, j'ai quelques protocoles, c'est-à-dire première répétition, je leur parle du projet qu'on est en train de faire, etc. Et à la fin, on fait toujours tout un protocole de closing avec toutes les équipes. On fait de toute façon toujours un pot de dernière, même si on n'a fait que 2 concerts. donc voilà. Et il faut vraiment passer aussi des moments de convivialité et de joie une fois qu'on a réussi quelque chose. Dernière question, très rapidement, Laurence Elkilbé, vous êtes musicienne, mais vous êtes aussi chef d'orchestre, donc vous gérez une équipe quelque part. Quand on est artiste, on est forcément exposé aux émotions. Comment vous faites cet équilibre? Comment vous parvenez à cet équilibre entre la règle et les émotions? Oui, on est assez schizophrène quand on est chef d'orchestre, c'est absolument vrai. Et je me rappelle d'une grande chanteuse qui avait pleuré pendant son air et du coup, elle avait du mascara qui a découlé, c'était horrible. Elle a dit plus jamais, je me fais avoir. Et donc, c'est vrai que comme chef d'orchestre, vous êtes une sorte de tête de contrôle, mais aussi vous impulsez pour l'inspiration. Et donc, il faut vraiment pouvoir se lâcher, mais au bon moment. Et par contre, être vraiment dans le contrôle à d'autres. Donc, en fait, c'est des allers-retours permanents. Merci beaucoup, Laurence Elkilbé. On pourrait vous écouter pendant des heures. Je rappelle votre actualité. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Laurence Elkilbé. Je crois que vous partez dans quelques jours ou même aujourd'hui pour de nouveaux concerts à l'étranger. Merci infiniment d'avoir été avec nous.